Écoute, on est au Québec, donc on se tutoie. Ok, d'accord, avec On plaisir. on va parler de la nuit. Des fois, le sommeil en est marqué. C'est quoi le sommeil? Ma vie aurait été tout autre si j'avais bien dormi. Je serais président des États-Unis. Lilian Thuram, bienvenue à Fan de nuit. J'espère que ça va bien. Oui, ça va très très bien, merci. Bon. Ça va très très bien. Ben, déjà, on va un peu briser la magie. C'est pas la nuit pour toi, mais ça l'est pour moi. Du moins, la nuit se termine pour moi, parce que bien sûr, il y a le décalage horaire, ce qui est assez fondamental et important. Mais je voulais revenir avec toi sur un peu la nuit, l'histoire de la nuit. Et en fait, il y a un moment qui a marqué plusieurs Français, mais aussi beaucoup de gens en dehors de la France, pour les raisons que tu vas comprendre très vite. Juillet 1998, bien sûr, pas la Coupe du Monde, mais les yeux dans les bleus. T'as marqué 2 buts après la demi-finale. Mais attends, la scène, moi, qui m'a marqué, et puis je me suis tout de suite associé à toi quand j'ai vu ça. Tu mets un CD, tu mets les jambes en l'air, et ce qui joue, c'est Miles Davis, So What? Et là, je me suis dit, pour la première fois, on peut être sportif et intellectuel. Puis ça a comme donné une espèce de puissance de ce que je pouvais être dans la vie. Mais Miles Davis, et t'as dit plus tard d'ailleurs que le moment de marquer 2 buts contre la Croatie, ça a été un moment Miles Davis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben écoute, tout d'abord, j'ai des frissons. Ça ne se voit pas, mais effectivement, ce moment-là, c'est un moment magique parce que effectivement, après le match, je rentre dans ma chambre et je veux être au calme. Je veux profiter de ce moment-là pour moi. Et c'est vrai que je mets du Miles Davis parce que Miles Davis, pour moi, c'est la perfection. C'est l'idée de se dire que comment il fait en fait, comment il arrive à trouver ses sonorités et ça paraît tellement juste. Ouais. Et donc ça vous emmène à vous dire aussi qu'il faut vous entraîner pour essayer un jour de ne pas jouer au foot en fait, être le foot. Parce qu'en fait, Miles Davis pour moi ne fait pas de la musique. En fait, il est la musique. Et donc c'est juste un moment juste puissant. Et d'ailleurs la nuit après les matchs, lorsque j'étais dans mes clubs, très souvent quand je rentrais à la maison, les enfants venaient me voir et là aussi je mettais du Miles Davis et je passais un moment avec eux, ils s'endormaient sur moi et il y avait cette musique là et j'étais c'est comme si vous étiez dans un espace-temps où il n'y avait que vous, que lui, et un sentiment profond de bonheur et de plénitude. C'est intéressant quand même parce que Miles Davis est connu comme étant un musicien qui était un peu en colère souvent, qui envoyait chier les gens, et puis qui était conscient de son talent en même temps. Puis toi, tu disais en fait, la phrase qu'on retrouve sur Internet de toi partout, c'est « Les footballeurs peuvent être comme des artistes lorsque l'esprit et le corps ne font qu'un. C'est ce que fait Miles Davis quand tu le joues du free jazz. Tout se rassemble en un moment intense et magnifique. » Donc c'est ça pour toi le foot, c'est le moment intense et pacifique et magnifique, mais l'adéquation du corps et de l'esprit. Puis quand je lisais ça, je me disais un esprit sain dans un corps sain, tu sais, c'est l'incarnation parfaite. Puis c'est intéressant parce que je sais pas si tu sais, mais dans la Grèce antique, dans les gymnases, les lutteurs qui faisaient du sport étaient toujours accompagnés par un flûtiste qui scandait les moments, comme si musique et sport devaient aller ensemble. Puis je t'écoutais, je te lisais, je te regardais, puis je me disais, mais il est l'incarnation parfaite de ce que doit être et de ce que voulait être le sport. Puis Pierre de Coubertin, quand il a lancé les Jeux olympiques, peut-être que tu le sais, mais il voulait faire autant des jeux sportifs que des jeux artistiques. Ça n'a pas super bien marché, là. Les jeux artistiques ont été laissés tomber, mais ça pourrait être pas mal quand même d'associer musique et foot. Ben, c'est sûr, il y a toujours la chanson à chaque année qu'on fait, mais ce que tu développes, ce dont tu parles, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Et puis, c'est vraiment, puis c'est là-dessus que je voulais t'entendre, le jazz, c'est la musique de la nuit, carrément. Quand le calme s'impose sur quelque chose, puis tu le dis toi-même, tu reviens du match, tu as besoin de retrouver ce calme, puis c'est comme si la tonalité de Miles Davis retrouvait celle de ton âme. C'est ça un peu le jazz pour toi, c'est la nuit, c'est le retour en toi? Le jazz, effectivement, c'est vrai que c'est la nuit, bien sûr,
mais je dois avouer, tout au long de la journée. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que lorsque j'étais à l'école, je me souviens très bien où j'ai entendu pour la première fois un corps saint dans un esprit saint. Oui. Et ça m'a marqué. Et je me suis toujours promis d'être à la recherche de cette attitude-là, en fait. Et c'est très marrant que tu puisses l'évoquer aujourd'hui, parce que je trouve que c'est très important. C'est très souvent, on oppose un peu le corps et l'esprit, alors que nous sommes corps et nous sommes esprit. Et je pense qu'il faut effectivement prendre soin de son corps. Si vous êtes bien dans votre corps, si vous respectez votre corps, il y a des grandes chances que l'esprit aille dans la même direction. et donc, lorsque je jouais au foot, c'est vrai que parfois, j'avais des joueurs plus anciens, je me souviens quand j'étais jeune, ils me disaient, mais Lilian, tu poses trop de questions. Ça, c'est bon quand on dit tu poses trop de questions, mais on me dit c'est un signe d'intelligence. Fait que c'est parfait. Parce que moi, même quand je joue au foot, je veux comprendre en fait pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça, et si on fait ça, qu'est-ce que ça va donner. Et donc moi, je suis toujours en train de réfléchir à comment progresser pour mieux comprendre le jeu. En écoutant Miles Davis, effectivement, ouais, j'ai l'impression que c'est tellement puissant, mais en même temps, c'est tellement simple. Et on se dit que, en fait, la simplicité, c'est peut-être la chose la plus compliquée à faire. C'est vrai. Paraître simple, donner l'impression que c'est simple. Et vous savez, je me souviens plus je crois que c'était un pianiste de jazz qui jouait avec Miles Davis. Après un concert, il avait fait, d'après lui, n'importe quoi. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai tué le morceau. Et il demande à Miles, mais Miles, tu as entendu ce que j'ai fait? Et c'est incroyable parce que tu as rattrapé le morceau en jouant comme ça. Il lui dit, mais ouais, je suis désolé parce que franchement, et lui il dit non, mais c'est pas grave. Oui, j'ai entendu que c'était faux, mais ça m'a donné l'occasion d'inventer quelque chose. C'est ça. Et en fait, c'est ça la puissance. Et c'est pour ça que j'adore le jazz. Parce qu'en fait, le jazz, ce qui est incroyable, c'est que vous devez être à l'écoute de l'autre. Il faut donner l'espace à l'autre. Et sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que sinon, tout le monde veut jouer en même temps et être, je dirais, la star du moment. Non, c'est être à l'écoute, faire ensemble, traduire, anticiper, relancer l'autre. En fait, c'est une discussion, c'est des liens. Et je pense que voilà pourquoi, en fait, je pense que le jazz touche autant de monde. Parce qu'en fait, on sent que ce n'est pas que de la musique, en fait. C'est des liens, c'est une discussion, c'est de l'improvisation, c'est la vie. Parce qu'en fait, c'est la vie. Et le foot et le jazz se ressemblent un peu comme ça, c'est-à-dire que lorsque vous jouez, vous devez être à l'écoute aussi de vos coéquipiers. Vous devez aussi le soutenir lorsqu'il est en phase d'attaque, le soutenir quand il est en phase de défense, mais vous ne pouvez pas faire seul. Et surtout, vous êtes dans l'improvisation, parce que si vous prenez les 22 acteurs de match et vous les faites jouer 2 semaines après, c'est les mêmes, mais ça ne va pas donner les mêmes choses. Et donc, le jazz, c'est extraordinaire. C'est intéressant en même temps parce que, tu sais, c'est qu'on essaie toujours de trouver des liens dans nos vies, des liens dans la vie des autres aussi. Puis moi, je me dis, comment je vais réussir à tisser à travers l'histoire de Lilian Thuram une trame narrative pour comprendre la nuit. Puis tu sais, j'ai commencé avec le jazz, puis je me dis, bon, il y a le Festival de jazz de Montréal qui est assez fondamental. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de venir ici les étés à Montréal. Malheureusement, non. Bon, ben écoute, l'invitation est lancée officiellement. Si tu veux venir, tu viens, et puis on se fait des concerts de jazz. Mais l'histoire du jazz, elle est fondamentale parce que quand tu remontes, c'est dans les champs de coton que ça s'est développé, le blues, le jazz, une musique qui est une musique contre justement l'esclavage, pourrait-on dire. Puis quand tu regardes ton combat à toi, celui que tu incarnes maintenant, puis ce moment en juillet 1998 où tu mets du Miles Davis dans un état d'apaisement complet, c'est comme si tout d'un coup, tu sais comme on dit en anglais, you've embodied, tu incarnes cette espèce de force historique du combat contre le racisme que tu portes maintenant vraiment de manière fondamentale.
Puis le fait d'avoir le jazz comme ça mis de l'avant, je trouve que c'est une manière de, tu sais, comme on dit, d'avoir un fil rouge à travers ça. Parce que c'est devenu un de tes combats déterminants aujourd'hui avec ta fondation, tout ce que tu fais. Il y a un TEDx qui est fondamental que j'invite les gens à l'écouter, où tu parles de changer nos imaginaires, où tu mets une carte justement qu'on pense être à l'envers, mais tu vois justement que tout n'est que représentation, tout n'est que qu'angle de vue. Puis tu dis de prendre position, de savoir à qui profitent justement les privilèges. Puis tout ça, ça se retrouve dès le début, dans la naissance du jazz. Je ne sais pas si tu t'es intéressé à ce début de l'histoire du jazz, mais il me semble qu'il y a quelque chose là qui est fondamental. Puis ça se passe justement dans les moments où on ne travaille pas, la nuit, dans les moments qui nous sont réservés à nous, pour nous, où on n'a pas à servir quelqu'un. Puis je t'avoue que j'ai été vraiment très, très marqué par ça à travers ton histoire, puis à travers l'intérêt que tu as pour la musique et pour justement les débats contre le racisme. Mais tu sais, moi je pense que le jazz, donc la musique, c'est avant tout célébrer la vie. Ah oui. Ça c'est très important, c'est-à-dire c'est une célébration de la vie. Peu importe les difficultés que nous pouvons avoir, nous sommes vivants. Et comme nous sommes vivants, nous allons nous battre pour la liberté, pour être reconnus. Et il faut qu'on puisse soigner nos âmes. Et c'est pour cela que je dis très souvent à mes enfants, faites très attention aux personnes qui vous disent qu'ils n'aiment pas la musique. Parce que ces personnes sont nombreuses, parce qu'ils n'aiment pas la vie. Ah ben, je trouve que c'est des mensonges, surtout personne ne peut pas aimer la musique. C'est sûr qu'on aime la musique. Exactement, parce que la musique, c'est la vie. Oui. La musique, c'est la joie. La musique, ce sont des émotions. Ce sont des moments de partage. Et effectivement, bien évidemment, je sais d'où vient le jazz. Et ce qui est aussi intéressant, c'est comment ces personnes en difficulté se sont appropriées aussi des instruments qui n'étaient pas les leurs au départ. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que nous pouvons recréer des choses, nous pouvons refaire des connexions et nous pouvons bonifier les choses ensemble. Et je reste persuadé qu'effectivement, lorsque vous êtes artiste, il y a aussi à travers votre art toute une histoire qui est racontée, la vôtre, celle de votre époque. Et si l'art en question, la musique en question transcende les générations, ça veut dire quelque chose. C'est parce que ça touche des émotions qui sont des émotions d'être humain avant tout. Oui, complètement. Complètement. Puis tu sais, tu parles justement de célébrer la vie à travers la musique, mais la nuit, tu sais, je regardais beaucoup ce que tu as fait, puis c'est fondamental. Puis aujourd'hui, avec le mouvement Black Lives Matter, qui se passe la nuit. Puis écoute, je travaillais beaucoup sur l'histoire de la nuit, puis j'ai trouvé un tag sur une toilette publique qui avait été photographiée, puis juste, je te le lis, tu me dis ce que tu en penses. Oui. Ils ont le pouvoir, on a la nuit. J'ai trouvé... Non, mais c'est fondamental. Puis tu regardes l'histoire, justement, des grandes révolutions, que ce soit la Grande Peur qui a mené à la Déclaration des droits de l'homme pendant la Révolution française, que ce soit encore la fraternisation en 1914, quand les Allemands et les Français se sont dit « on se bat, ça sert à rien, on va fraterniser un jour de Noël », ça se passe la nuit. Tu sais, ils ont le pouvoir, on a la nuit. Comme si on se crée, on arrachait un morceau de temps pour créer quelque chose d'autre. Puis tous les mouvements, toutes les manifestations qui se sont mises en place aux États-Unis, en France, au Canada, partout, c'est souvent la nuit que ça se développe parce qu'on se dit c'est un peu improvisé. Puis tu sais, ça, on revient au jazz encore une fois, on improvise quelque chose, on chante la vie, on veut que la vie existe. Puis le rapport entre la nuit et la révolution, puis encore une fois, je reviens à ton moment de juillet 98 qui se passe en pleine nuit avec le jazz. Puis aussi tout ce que tu fais toi comme prise de parole publique, ben, il y a quelque chose là de vraiment fondamental à travers la nuit, de ce qu'on peut se révéler. Mais bien sûr, tout ça pour mettre au grand jour, pourrait-on dire, sans rentrer dans les métaphores, il y a quelque chose d'extrêmement fort là-dedans. Puis la nuit, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire à travers ton combat, ton histoire et à travers ce que tu veux porter comme message? Alors, tu parlais de la Révolution française. Oui. Moi, je parlerai aussi de la Révolution haïtienne. Ah ben oui, ça c'est fondamental. Et effectivement, c'est la nuit. Mais pourquoi? Parce que la nuit, on peut se retrouver. La nuit, les oppresseurs
Ben, dorment. Dorme. Oui, c'est ça. On va en profiter, allez. Quand le chat n'est Et pas là, donc, les souris dansent. parce qu'en fait, dans tout système injuste, il faut de la violence. C'est-à-dire que sans violence, il n'y a pas de système injuste. Et dans la journée, ceux qui violentent, ben, sont là, vous regardent, vous observent. Et en règle générale, la nuit, non. Donc la nuit, vous pouvez organiser les choses. D'ailleurs, les esclaves ben, s'échappaient la nuit. Oui. Mais ça me semble, euh, parce que ça me semble assez logique. C'est-à-dire que la nuit, vous êtes protégé. La nuit, vous n'êtes pas vu. Et donc, vous pouvez mettre en place des stratégies pour vous échapper. Et c'est pour cela que je pense que, pour moi, en tout cas, la nuit, c'est un apaisement. C'est me retrouver avec moi-même, avec des réflexions, me projeter, rêver, me dire, tiens, je vais pouvoir mettre ça en place. Parce qu'effectivement, la journée, généralement, comme tout à l'heure, tu disais, tu dois rendre des comptes à beaucoup de gens. Que tu le veuilles ou non, Oui. que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les enfants, la nuit, vous pouvez vous appartenir à vous-même et avoir une vraie réflexion sur vous-même, une vraie remise en question de ce que vous êtes, donc aussi une vraie remise en question de la société dans laquelle vous vivez. Par exemple, la nuit après le match France-Croatie, lorsque j'ai marqué 2 buts, lorsque je mettais la musique, lorsque j'avais les jambes au mur, ça me faisait sourire. Je me disais, tiens, c'est bizarre. J'ai marqué 2 buts et ils veulent me faire croire que je suis un super-héros. Mais moi, je suis un super-héros. On t'a beaucoup associé au penseur de Rodin aussi, la fameuse pause que tu as eue après le 2e but, où tu avais l'air Exactement. dans un état de béatitude et d'incompréhension à la fois, où est-ce que tu dis, je viens de marquer 2 buts, je viens de qualifier mon équipe, mais ce qu'on ne dit pas aussi préalablement, mais c'est que le premier but de la Croatie, c'était un peu de ta faute. Parce que t'avais. C'est ce que beaucoup ont raconté. Je ne peux pas le dire. Il semblerait, certains disent que moi-même, parfois, dans des moments de faiblesse, je ne sais pas. En tout cas, ce qui était très intéressant dans ce moment-là, c'est réfléchir à tout ça. C'est-à-dire, j'ai marqué 2 buts. Après le match, en interview, on me dit c'est fantastique, vous êtes fantastique. Revenir dans ma chambre, c'est revoir aussi le petit garçon que j'étais à Anse Bertrand et se dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est sérieux, je suis en train de jouer la Coupe du Monde, je vais marquer 2 buts. On est qualifié pour la finale. Il y avait ma mère au stade, il y avait mes amis au stade. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce moment de calme et de réflexion m'a permis de me réveiller sereinement. En souriant, en me disant ok, ça s'est vraiment passé, c'est bien, mais c'est pas fini puisqu'il y a encore un match, il y a la finale. Et fais bien attention de rester très calme. Ne te laisse pas emporter dans ce mouvement qui voudrait te faire croire que tu es un surhumain, parce que tu n'es pas un surhumain. Et Miles Davis me rappelle que je ne suis pas un surhumain, justement, parce que lorsque vous écoutez Miles Davis, vous êtes obligé d'être dans une certaine sorte d'humilité. Voilà. Alors que lui, tu le considérais comme un super-héros, Miles Davis. Ah oui, totalement. Totalement. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est très intéressant avec Miles Davis, c'est qu'il a traversé les générations. C'est-à-dire qu'il s'est toujours réapproprié les générations pour construire un nouveau type de son, de musique. Il a fait des partenariats avec des rappeurs et c'est incroyable. Et ça prouve à quel point c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement curieux et toujours en avance sur son temps. Et c'est vrai que oui, j'aurais aimé, par exemple, avoir eu l'occasion de l'écouter de son vivant, en fait. Parce que c'est des gens qui dépassent le cadre de la musique. Parce que Miles Davis dépasse le cadre de la musique et vous invite à des vraies réflexions sur vous-même et sur la société. Mais tu sais, voilà. Lilian, sans faire de parallèle, mais je vais en faire un quand même, c'est un peu ça que tu fais aussi. Tu sais, quand je te disais que moi, petit garçon,
venant de Québec, j'étais à Lisieux pour la finale de la Coupe du Monde dans la Caro Cafette avec toute la famille. Puis je te vois, toi, après, dans les yeux dans les bleus, qui a une réflexion intellectuelle. Puis tout d'un coup, je me dis, mais Lilian Thuram, c'est plus qu'un joueur de foot. Tu sais, on pourrait parler de tes records, le joueur le plus capé de l'équipe de France. On pourrait parler aussi de tout ce que tu as gagné. T'es officier de la Légion d'honneur. T'es beaucoup plus qu'un joueur de foot. T'as transcendé ton rôle carrément. Tu sais, on parle beaucoup des champions de 98, mais toi, t'es véritablement un grec moderne. T'es l'Esprit Saint dans un corps saint incarné à travers tout ce que tu fais. Puis, tu le pousses plus loin, je te lance des fleurs, mais à juste titre. Ouais, là, Attends. Non, ça va trop loin. Écoutez-moi, ça suffit maintenant. Ça suffit. Non, mais c'est parce que... En fait, moi, j'ai été aussi inspiré par Miles Davis. Bien évidemment, j'ai été inspiré par deux sportifs noirs américains, notamment. Tu penses à qui? Tu penses à quel sportif américain? Par exemple, Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui Ah. m'a utilisé totalement. C'est-à-dire que on peut se servir de sa notoriété pour questionner la société dans laquelle nous vivons. Sachant que Miles Davis, bien sûr, c'est un artiste incroyable, mais il vivait au temps de la ségrégation. Complètement. Donc, effectivement, il y a des lieux où il pouvait jouer, mais qui ne pouvaient pas rentrer par la porte d'entrée. Donc, en fait, il y a aussi tout ce combat. Et voilà pourquoi je pense que les artistes, en règle générale, ont un rôle fondamental dans nos sociétés. Fondamental. Voilà. Qui doit nous permettre de remettre en question nos sociétés pour pouvoir avancer. Puis, Lilian, là, on a parlé de la demi-finale, mais une nuit de victoire, à quoi ça ressemble? Pas juste la Coupe du Monde, mais une nuit de grande victoire. On devine que tu dors pas parce que, bon, je regardais il y a pas longtemps le documentaire sur Netflix sur la vie de Pelé, qui est vraiment passionnant, puis il raconte ses victoires de la Coupe du Monde, puis il dit bien sûr, on dort pas. On ne dort pas, puis des fois, pendant plusieurs jours, l'excitation, l'adrénaline, tu sais, ces moments d'excitation extrême qui fait que... Mais aussi de l'autre côté, la finale perdue de 2006. Comment ça se passe? À quoi ressemblent les deux nuits de victoire et de défaite? Et bon, 2006, on se souvient, c'est le coup de boule de Zidane sur Materazzi qui se termine dans un scandale énorme. Tu as vécu deux grands moments, autant sportifs que politiques. Comment ça s'est vécu de ton côté pour la nuit? Comment tu as vécu ces deux nuits-là? Alors, je souris déjà parce que je pense que les gens vont trouver ça extraordinaire. Alors, donc, bien évidemment, on gagne la Coupe du Monde en 98. On va à Clairefontaine, on retourne à Clairefontaine. On mange, on dîne, on commence à faire la fête, c'est incroyable. Et à un moment donné, il y a ma femme qui me dit il faut qu'on y aille. Je dis pourquoi? Elle me dit si, parce qu'en fait, Marcus va se réveiller et il faut qu'on puisse lui donner le biberon. Ton fils qui est maintenant en équipe de France. On va juste le dire comme ça au hasard. Parce que tout d'un coup, la réalité vous rattrape. Et donc, vous êtes là et vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste à faire la fête et ma femme va donner le biberon parce qu'elle était à une 60aine de kilomètres chez... Marcus était chez sa maman. Et qu'est-ce que je fais? Je suis parti avec elle parce que effectivement, je pense qu'à ce moment-là, certes, j'ai gagné la Coupe du Monde, mais la réalité, c'est que j'avais pas vu mon fils depuis très très longtemps. Et être là pour le biberon du matin, c'était incroyable. Ah, t'es allé. Donc tu l'as fait. Oui, exactement. C'est ça qui est très intéressant. Après, les autres m'ont raconté ce qu'ils ont fait ensemble. Après, la nuit de la défaite de 2006, vous savez, les nuits sont beaucoup plus difficiles lorsque vous perdez. Ben ça, on s'en doute, mais à quoi ça ressemble? Les nuits sont beaucoup plus longues. Est-ce que ça ressemble à la nuit des longs couteaux ou non? Mais on a envie, dans ces cas-là, parfois, c'est violent ce que je vais dire, parce que c'est une métaphore, bien sûr. On a presque envie de disparaître ou de mourir. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, en fait. Parce qu'on se dit,
ça s'est pas vraiment passé. Il faudrait qu'on recommence le match. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas recommencer le match. Et on sait que pour toujours, on a perdu la finale. Et là encore, il y a quelque chose de très important. C'est votre famille, donc votre femme et vos enfants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devez aussi penser à la profonde détresse que vos enfants peuvent avoir. Et en fait, les rassurer. Leur dire qu'en fait, ce n'est qu'un match de foot, mon chéri. En plus, on m'avait expliqué que lorsqu'on avait perdu, en fait, mon fils s'était mis en pleurs dans le stade. Il pleurait et personne ne pouvait le consoler. Et donc, justement, la réalité, c'est que je suis papa avant d'être joueur de foot. Et donc, là aussi, la nuit permet justement de revenir tranquillement à parler, à discuter, entre nous parfois ou avec les enfants. D'ailleurs, il y a une nuit très intéressante, c'était après la défaite en Coupe d'Europe, je crois que c'était en 2004 au Portugal. T'étais avec la Juventus, là? 2004, oui, j'étais à la Juventus de Turin. Et donc, en fait, on perd au championnat d'Europe au Portugal. Et après le match, je décide de ne plus jamais jouer en équipe de France. Parce que après les défaites, parfois on les remontait. J'ai dit non, c'est pas possible. Je rentre à l'hôtel, j'étais très, très, très énervé. Donc on dîne. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, tiens, il y a Diego Maradona qui est à l'hôtel. Et donc là, quand vous entendez Diego Maradona, vous oubliez les défaites. Vous revenez en l'enfance, parce que Diego Maradona. Et donc, je vais voir Diego Maradona et je commence à parler avec lui. Et je lui dis, attendez, je reviens et je vais chercher mon grand-fils. Parce que Maradona, c'est Dieu, donc il faut qu'il puisse voir Dieu quand même. Et donc, je vais chercher Marcus. Je viens, on reste discuter longuement avec Maradona. Et je lui disais, voilà, je vais arrêter de jouer au foot en équipe nationale. Et lui, il me disait, non, il ne faut pas que tu arrêtes, Lilian, il ne faut pas que tu arrêtes. Et donc, j'étais très surpris déjà qu'ils me connaissent. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Tu as une existence chez Dieu, tu es peut-être un prophète ou un apôtre. Il avait essayé de me convaincre de continuer, mais en fait, je m'étais arrêté et puis j'ai recommencé quelques années après. Mais il y a aussi des nuits extraordinaires comme ça, c'est-à-dire je me souviendrai toute ma vie de cette rencontre-là avec Maradona, et quelque part qui m'a fait vivre plus facilement cette défaite-là au championnat d'Europe. Lilian, écoute, en terminant, la nuit, c'est souvent la fête, mais la fête après les matchs de foot, mais la fête tout court. Puis tu disais, tout le monde aime la musique. Ceux qui n'aiment pas la musique n'aiment pas la vie. Et si je te donnais un top 5 de musique à écouter la nuit, qu'est-ce que tu me donnerais? Parce que je sais que je me souviens que tu avais fait à Radio Classique, tu en avais cité plusieurs. Attends, je vais te rappeler si tu t'en souviens plus, parce que j'avais... Voilà. Alors, tu avais dit... Ton programme à Radio Classique en 2014 était Luciano Pavarotti et James Brown, It's a Man's World, Le Chevalier de Saint-Georges, fondamental. Ça, là, je suis tellement d'accord. On va pas donner le nom qu'on lui donne parce que c'est un être unique qui n'a pas besoin d'être comparé à aucun autre musicien du 18e. Barbara Hendricks, magnifique soprano, vraiment, là, l'Ave Maria. La flûte enchantée de Mozart, Papageno, avec l'air, toi c'était pas l'air de la Reine de la Nuit, mais Papageno, le pa. Voilà, ça me rappelle mon enfance quand j'étais dans cette classe de CM2 et que je ne les ai pas dire que j'aimais la musique classique. C'est vrai, toi aussi? Ben oui, je me disais non, il ne faut pas le dire parce qu'on va me regarder bizarrement. Et donc, voilà. Ensuite, j'étais stupide à l'époque, voilà. Ensuite, tu avais Miles Davis, So What, of course, et Billie Holiday, Strange Fruit. Quelle chanson! C'est quand tu dis une chanson qui transcende tout. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien sûr, elle parlait de corps qui avaient été assassinés, accrochés à des arbres. Puis c'est devenu un hymne de libération, justement, mais on lui a beaucoup reproché à Billie Holiday d'avoir pris position comme ça. Tu sais, c'est comme les chanteurs de jazz, chanteuses, on leur disait « Vous chantez, occupez-vous pas de politique, vous êtes incapable de le comprendre. » Chose qu'on t'a dite
souvent à toi. Tu n'es qu'un joueur de foot, tu ne te mêles pas de politique, ça ne te regarde pas. Puis dernièrement, il y a eu un tollé de protestations, justement, à la suite d'une entrevue que tu as donnée en Italie. Est-ce que tu as encore ce sentiment-là que tu n'es qu'un joueur de foot, tu n'as pas à réfléchir sur la question, puis on te balaie parfois du revers de la main? Ben, là encore, il faut tout simplement connaître l'histoire. C'est-à-dire que, effectivement, les personnes qui ne veulent pas plus d'égalité dans la société, en fait, essaient de délégitimer la parole des personnes, notamment des artistes, parce qu'ils savent que les artistes ou les sportifs ont une voix qui porte beaucoup plus. On essaie de délégitimer leur parole, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Donc, je crois que chacun de nous, nous devons nous intéresser à la politique parce que c'est la chose la plus importante pour construire une vision qu'on essaiera en tout cas de partager tous ensemble. Et il faut savoir que dans les visions que chacun nous pouvons avoir, il y a des personnes qui ne croient pas en l'égalité, par exemple. Ça, c'est très important aussi de le dire. Parce qu'on oublie toujours, on a l'impression que tout le monde voudrait l'égalité. Non, il y a des gens qui pensent que c'est tout à fait légitime qu'il y ait des pauvres, que ce soit légitime qu'il y ait des migrants, que ce soit légitime qu'il y ait des camps de réfugiés. Et je pense que les personnes de bonne volonté, en tout cas, nous devons essayer de dire que tout cela n'est pas juste. Voilà, il faut de la solidarité pour construire une société la plus juste possible et une société qui aura cette envie de partager les richesses, parce qu'il y a beaucoup de richesses. Voilà. C'est des paroles fortes. Lilian, c'est ça, j'ai divagué, pardon, c'est de ma faute. 5 chansons de la nuit. Alors, c'est difficile, parce que, encore une fois, il y en a tellement. Bien évidemment, je peux peut-être te donner plus un genre. Bien sûr, il y a du jazz. Pour moi, ça va de soi. Ça va de soi, c'est une évidence. J'aime beaucoup aussi parfois du gros cas. C'est de la musique traditionnelle de la Guadeloupe, parce que certaines chansons sont très fortes, sont très puissantes, parce que parfois la nuit aussi arrive le moment de la fatigue, c'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça sert ce que je suis en train de faire? Et parfois la nuit, vous avez besoin de musique qui vous incite et qui vous dit non, c'est difficile, mais on va y arriver, t'inquiète pas, on va y arriver. Et donc, oui, j'aime beaucoup la musique classique aussi. J'aime beaucoup la musique classique. D'ailleurs, je suis le parrain de Demos en France. C'est-à-dire, c'est une association qui donne des instruments à des enfants qui n'auraient pas l'occasion d'en avoir pour qu'ils puissent faire de la musique classique. Non, mais c'est très difficile à dire des titres. Bon, il y a toujours de la musique classique, du jazz, du gros cas, de la musique antillaise. Et puis, oui, peut-être qu'une rumba congolaise. Ah. La rumba congolaise la nuit, c'est juste extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Ben, écoute, Lilian, merci de ta générosité. Merci pour tout. Puis surtout, l'invitation pour le Festival de jazz de Montréal. Tiens, viens, on va te prendre une caméra, puis on va te suivre. On va t'écouter parler de jazz, réagir, danser, critiquer au besoin. Mais je pense qu'on tient quelque chose ici. Ah non, je viendrai avec très, très, très grand plaisir. Et en parlant de jazz, j'ai la chance, vous savez quoi, que ma femme chante du jazz. Donc imaginez, il y a des fois, elle chante que pour moi. Ça s'impose. Voilà. L'invitation est faite, tout est prêt, tout est enrubanné, c'est pesé, c'est payé. Donc, avec grand, grand plaisir. En tout cas, ça a été un moment très, très agréable. Ben, merci beaucoup, Lilian. Vraiment, là, merci énormément. Bonne fin de journée. Salut, ciao. Merci. France Baudouin, bienvenue à Fan de nuit. Ça me fait très plaisir de te recevoir. On va parler de la nuit, on va parler de ton rapport à la nuit. Je le sais que tu aimes beaucoup la nuit, tu travailles la nuit, c'est important, d'autant plus que des fois le sommeil en est marqué. Qu'est-ce que ça représente pour toi la nuit?
c'est quoi le sommeil? Je pensais que c'est une option. J'ai comme pas pris l'option, je pense. Tu sais, Quand est-ce que c'est supposé de se passer, cette affaire-là? quand on a des enfants, ça devient accessoire. On subit le sommeil Exactement. des autres. Exact. Puis tu te dis, après ça, écoute, j'ai fonctionné tant de temps sans sommeil. Pourquoi j'aurais besoin de ça après? Ça fait que tu continues le même beat. Tu te dis, ça a marché, ça va continuer de marcher. Mais la nuit, je trouve que c'est un excellent sujet d'abord que tu as. Là. Je trouve ça... moi, la nuit me fascine. La nuit est un lieu, un moment suspendu dans le temps où tu n'es pas obligé de retourner aucun message, rien. C'est légal de ne pas bouger, de rien faire. C'est le moment où tout le monde dort. C'est ton moment où tu peux juste niaiser, regarder des trucs qui sont au cerveau à off. Il y a zéro culpabilité de rien faire du tout. C'est un moment extraordinaire. Depuis toujours, en fait, moi, je vivrais la nuit. Tu sais, vraiment, je dormirais là, jusqu'à très, très tard. Là. Vraiment, là, je me coucherais pas avant 2-3 heures du matin tout le temps. Il faut que je me parle pour me coucher avant. Finalement, tu es ce qu'on appelle une noctambule. Puis tu sais qu'historiquement que ça existe, hein, ça. Il y a un personnage qui s'appelle Nicolas Edmé Rétif de la Bretonne qui, lui, passait toutes ses nuits et il sortait et il regardait comment Paris était fait au 18e siècle. Puis il a écrit la bagatelle d'à peu près 14 000 pages sur ce qu'il voyait durant ses nuits. Tu sais, il rendait l'efficacité de la journée du côté nocturne. Puis il en a fait un personnage, tu sais, le personnage qui se promène dans la ville la nuit où tout est calme, il se passe plus rien, comme tu dis. Personne va t'en tenir rigueur si t'es pas efficace. C'est exactement ça. Puis t'es pas tout seul à mal dormir, hein. Je me suis amusé à regarder un peu les grands génies et génies E de ce siècle pour voir ça. Ou les grands angoissés. C'est peut-être les grands angoissés, ça dépend, là. C'est un des deux. Je suis comme toi, moi, en fait, quand mon cerveau se met en route, j'ai bien de la difficulté à l'arrêter. Fait qu'à 4 heures du matin, quand c'est parti, let's go, OK, on se lève, on y va. Mais même se coucher, regarde, Léonard de Vinci, lui, sa technique de dodo, à toutes les 4 heures, il dormait 20 minutes. Pas plus. Puis c'est comme ça qu'il arrivait à faire de manière frénétique des inventions, des tableaux, des peintures, tout et n'importe quoi. 20 minutes aux 4 heures. Je suis pas sûr que ça marcherait pour la fatigue à long terme. L'ensemble des ours, mais je trouve intéressant, par contre, le principe. Pour vrai, je trouve ça intéressant. Moi, la sieste rapide, là, le petit 10 minutes, là, je crois à ça là, infiniment. Avant les émissions d'En direct de l'univers, depuis toujours, entre 6h10, admettons, là, ou 6h, 6h15, 6h10 jusqu'à 6h30, je dors. Mais je dors, là, comme une bûche, là. Vraiment, tu viens cogner, je te répondrai pas, là. Vraiment, je fais confiance à un cadran. Fais-tu la technique, tu sais, c'est que tu te mets tes bras comme ça, puis tu t'étends. Tout le monde dit que c'est ça qu'il faut faire. Nous autres, les profs, là, dans nos bureaux, on dit, on ferme la porte, tu t'étends comme ça. Il y en a d'autres qui se font mettre des divans dans leur bureau en disant, vous faites semblant, vous dormez là-dedans. Toi, as-tu une position? Désolé de te demander ça. J'adore. Une position pour les siestes. La jambe un peu surélevée, mais c'est pas volontaire, c'est juste que le coussin est comme ça dans la loge. Mais depuis toujours, quand on animait Bon Baiser de France, j'étais enceinte, puis je faisais de la basse pression, je me couchais en dessous de la table de conférence entre les deux émissions. On met ça, 15 minutes, puis après ça, je me relevais, mais je peux dormir dans le coin là, comme ça. Sans aucun problème. On est tellement pareils. Nous autres, quand on partait en voyage en France, justement, ma mère mais mon père aussi, on était 3 enfants. Moi, elle me couchait à terre, j'entendais le ronronnement du moteur, puis je passais les 7 heures de voyage, j'arrivais frais et dispo. Je suis plus capable de faire ça. Tu sais, c'est la jeunesse, la fameuse jeunesse. Mais être capable de dormir sur commande, c'est quand même assez chanceux, je trouve. Ouais, parce que j'entends du monde qui... Ouais, mais tu sais, les autres grands génies, le Mozart, lui, il était couché à 1h du matin, puis il se réveillait à 5h. Il dormait entre 4 et 6 heures, pas plus. Mais toi, là, justement, parce que tu dis que des fois, depuis la pandémie, tu rentres tard le soir, puis tu réveilles tes enfants, tu leur fais à manger, puis tu crées un rituel nocturne avec tes enfants, c'est ça? Oui, tous les petits vont téléphoner pour dire qu'il ne faut pas faire ça à la maison. Je suis convaincue qu'on va faire « Oh mon Dieu, elle est en train complètement de les... » Mais c'est comme si on est tellement cadré dans quelque chose. Puis de toute façon, on le faisait depuis qu'ils sont jeunes. J'ai beaucoup travaillé le soir avec les talk shows de soir, souvent. Puis ils étaient petits, là, ils venaient de naître. C'était comme ça. Puis c'est comme si j'avais besoin de me reconnecter, probablement très égoïstement, que vont dire les petits. Mais quand j'arrivais à la maison, donc je les ai toujours réveillés. Toujours, j'arrive, je vais les réveiller s'ils dorment, qu'ils soient 1h, 2h du matin.
matin. Et le but, c'est qu'ils soient vraiment réveillés avant que j'arrête. Parce que s'ils font juste comme non, c'est pas suffisant. Là, on se réveille. Et pendant la pandémie, ce qui a été le fun, c'est de se dire, même si c'est un examen le lendemain, même si, OK, on sort les chips à minuit et demi, à 2 heures, peu importe, c'est comme si je nous sentais tellement squeezés, cadrés, puis même avant, je nous sens tellement pris dans des horaires, dans des carcans, dans des obligations, que pour moi, c'est juste de leur passer l'idée que tu peux te faire du fun ou tu peux, dans un cadre, même si le cadre est serré comme ça, tu peux mettre de la flamèche là-dedans, tu peux faire autre chose, puis c'est pas grave, là, tu n'es pas en train de mettre personne dans le trouble, c'est pas... Donc, juste de leur donner une liberté d'avoir du fun dans un moment où tu n'es pas supposé tant que ça en avoir. C'est juste, c'est ça. C'est intéressant parce que le métier que tu fais, c'est un métier de soir. De là à dire que ça déborde vers la nuit, mais tu sais, c'est normal en même temps parce que quand tu finis à 11 h le soir, tu rentres chez toi, c'est pas vrai qu'à minuit, t'es couché, t'as l'adrénaline qui monte. Mais tu sais, historiquement, toute la naissance de l'industrie du loisir, ça se passe le soir pour une raison très simple, c'est que les gens travaillaient jusqu'à 9-10 heures par jour. Fait que le seul moyen de se divertir, c'était de le faire très tard le soir. Les théâtres pouvaient fermer à 2 heures du matin. Puis, tu sais, tu disais tes enfants, ils ont un cycle de sommeil perturbé. Rappelle-leur que Mozart dormait 5 heures par nuit. Puis ça l'a pas empêché de composer la plus belle musique qui existe. Fait qu'on a des arguments historiques pour les réveiller. Je vais leur dire que Mozart pratiquait peut-être le jour, par contre. Je vais leur rappeler aussi ce bout-là. Mais il y a un élément aussi sur lequel je veux qu'on aille parce que tu racontais quand tu es allé en Asie chercher ta fille et que la Lune a été quelque chose de très, très, très important pour toi et que tu as présenté la Lune à ta fille. Quand j'ai lu ça, moi, dans le dossier, je me suis dit, mais c'est un titre de roman ou un début de poème que de présenter la Lune à sa fille. C'est quand même magnifique. Tu as 2 choix. Ou tu le vois comme quelque chose de poétique ou tu te dis, elle était complètement folle. C'est un des deux en parlant de moi. Il y a eu les 2 versions à ceux qui le racontent. C'est ça, exactement. Parce qu'elle arrivait, on l'a eu, elle avait 1 an. Donc, quand elle est arrivée ici, j'avais comme une obsession que j'essayais de passer dans du fun, mais de me dire, mon Dieu, est-ce qu'il y a des retards de stimulation? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été, tu sais, bon, puis on avait des trucs à ramener, on le savait fort bien. Donc, c'est comme si à chaque chose nouvelle, je voulais lui montrer, je voulais lui présenter, je voulais les bon. Et le premier soir ou le deuxième soir qu'elle est arrivée, donc elle a 1 an, mais elle dit pas un mot de français, je dirais, les odeurs sont, tout est différent, là, tout est différent. Elle réussit à s'endormir et moi, je vois la pleine lune, mais tu sais, une pleine lune, là, grosse de même dehors, sortir. Là, je fais, oh mon Dieu, il faut que je lui montre la lune. Je la réveille. Quand elle vient de s'endormir, je l'habille au beau milieu de la rue parce qu'on ne pouvait pas la voir directement. Ça. Au beau milieu de la nuit, à essayer de lui montrer la lune en disant, c'est la lune, c'est la lune. Tu comprends? Il y avait quelque chose de c'est ça, puis mon Dieu que je t'ai émue de lui montrer la Lune, tu sais, mais écoute, ça. Je me suis permis de faire une analyse historique, sociologique et mythologique de ton histoire, parce que j'ai travaillé beaucoup sur la Lune, puis je me suis rendu compte que dans les grands mythes, que ce soit les Grecs, les Égyptiens, les Aztèques, les Mayas, la Lune est souvent représentée comme le symbole de la fertilité. Puis plus encore, c'est associé à la femme. Ben oui, parce que le cycle lunaire, c'est 29 jours et demi, et le cycle menstruel, c'est 28 jours. Donc, tu as une association complète entre les deux. Puis quand tu as dit « j'ai présenté la Lune à ma fille », c'est comme si tu tissais le lien maternel avec ta fille, avec l'astre qu'il symbolisait. Je te le dis, c'est de la poésie, c'est pas autre chose que ça. Écoute, j'avais jamais vu ça de même, mais je vais lui raconter ce soir en arrivant, je peux te le dire par contre, c'est donc beau. Hey, mais c'est magnifique ce que tu fais comme recherche puis comme lien. Je m'attendais pas à ça. Du tout. Je trouve ça super intéressant. Ben, tant mieux. Puis l'autre élément que j'ai lu sur toi, puis la nuit, c'était la radio. Tu racontes que, bon, tu roules beaucoup la nuit, puis écoute, il y a un élément dans ton dossier où moi j'ai accroché, tu disais avec ton père, vous partiez voir les Canadiens jouer contre les Nordiques, déjà là tu m'as gagné, mais le deal, c'était on revient le soir, puis tu faisais semblant de dormir. Ça, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, le fait de rentrer le soir, moi aussi petit, là, c'est comme si tu transgressais quelque chose, tu respectais pas les cadres qu'on t'imposait, puis tu étais dans un état de semi-veille, tes parents conduisaient, tu voyais pas la route parce que les phares étaient trop gros, mais c'est quelque chose de révélateur, puis d'aller au hockey en plus,
Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Ben, ça représentait, évidemment, le lien avec mon père. Ça représentait ce que les gars, à l'époque, moi, tu remontes, là, il y a 45 ans de ça, là, donc c'est plus les gars qui faisaient ça. Donc, le lendemain matin, je savais aussi que j'allais pouvoir parler avec les gars dans le cours d'école et tenir mon bout avec ça. Mais c'était vraiment 2-3 fois semaine parce que mon père avait une épicerie, donc avait des liens avec les compagnies de bière. Donc, Québec, c'était 2h30 de route. Montréal, c'était 3 heures de route à ce moment-là. Aller. Il fallait revenir de ça. Donc, le deal, c'était effectivement qu'il fallait que je dorme. Je faisais mes devoirs en montant, puis je dormais en revenant. Mais je dormais pas parce qu'on écoutait les lignes ouvertes en descendant. Ah oui. Et moi, les lignes ouvertes là, de sport, là, on commentait. Écoute, je me souviens de ça comme des moments privilégiés. Mais je te le dis, là, des années, là, 2-3 fois semaine. Là, c'est vraiment, c'est très, 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 très marquant pour moi. Mais c'est ça, c'est la communion et c'est ce moment-là où je suis pas supposée d'entendre, je suis supposée de dormir. Mais c'est des centaines de fois, là. Hey, c'est magnifique. Mais c'est drôle parce que l'histoire de la radio nocturne, c'est quand même assez récent. C'est un peu mort, malheureusement. On n'en fait plus beaucoup de radio nocturne. C'est souvent des reprises. Mais j'ai trouvé qu'en 1955, en France, on a mis en onde une émission pour être sûr que les camionneurs ne s'endorment pas au volant. Ça s'appelait Ronde de nuit. Puis là, les camionneurs qui se font filmer puis qui racontent, ils disent « Ouais, moi, je mets ça maintenant, puis ça m'évite de dormir. » Puis ça avait une fonction sociale, éviter qu'il y ait des accidents pour les camionneurs. Ici, ça a été quand même très, très, très important. Bon, tu parles des lignes ouvertes. Je suis tellement d'accord avec toi. D'autant plus pour le sport, parce que c'est un des éléments où on peut chamailler. Il n'y a rien de bien important. C'est pas de la politique, c'est pas de la religion. C'est un peu des deux. C'est pas assumé. On peut se permettre d'attaquer l'autre. Il nous en voudra pas. Tu sais, c'est comme si au Québec, c'était l'endroit où on se donnait le droit de pas être d'accord avec les autres. Puis la vérité n'existe pas. Puis c'est ça qui est magnifique dans les lignes ouvertes. Non, puis on commence le lendemain au même point. Exactement là où on était. Puis on dit, mais c'est encore bon l'année d'après. Exactement la même chose. Dans les lignes ouvertes de nuit, ce que je trouve magnifique aussi, c'est les animaux. Premièrement, il y a une espèce de galerie de personnages extraordinaire. Là, il y a quelque chose tout est plus intense, évidemment. Donc, tout ce qui est vécu, la nuit est plus intense. Le matin, déjà, ça va mieux. Mais j'écoute ces lignes ouvertes-là depuis toujours. Les animateurs, entre autres, j'entends ça, je me dis, OK, mon Dieu, là, OK, il est sur un terrain glissant. Comment il va faire pour ramasser ça? Comment il va faire pour pas laisser la personne juste entendre puis comprendre comment il se démène avec ça? Ça me fascine infiniment. Depuis toujours. J'adore ça. Puis souvent, je roulais la nuit. Puis, je voyais passer, là, je me souviens d'un soir où j'ai vu passer une pub de l'île du Prince-Édouard. J'étais jeune, là, j'avais comme 19 ans, peut-être 18-19 ans. J'avais vu passer une pub de l'île du Prince-Édouard. Je suis partie avec ma voiture sans trop savoir. À ce moment-là, c'est des cartes. Puis j'ai roulé. Mais mon plaisir, puis même dans le Maine ou ailleurs, c'était de changer de station de radio toute la nuit, de rouler juste la nuit, puis de changer de petit bled en petit bled. Où est-ce qu'on était? Ça décrit aussi où tu es rendu. Il y a comme l'âme de la place qui vient avec ça souvent. C'est super intéressant. Oui, puis la langue aussi. Moi, écoute, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je commence à parler anglais de manière plus sérieuse. Puis j'ai commencé à écouter CBC. Puis en revenant de donner mes cours le soir, j'écoutais ça. Puis je me dis, hey, ils n'ont pas du tout la même approche que nous. La langue est beaucoup plus rapide des fois, tandis que nous, tu te rends compte que c'est pas juste un accent, c'est vraiment toute une culture qui passe à travers ça. Puis même encore aujourd'hui, c'est selon différentes stations. Quand tu n'es pas à la station à laquelle tu es habitué, tu fais, mais voyons. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Mais le soir, c'est vrai qu'il y a une espèce de nivellement. La voix est beaucoup plus longue. Écoute, moi, je te dis ça parce qu'à un moment donné, je m'étais fait interviewer en France par une émission de nuit. On enregistrait à 7 heures le soir. Je rentre dans la maison de la culture, la maison de France Radio. Je me dis, let's go, je suis frénétique, j'ai de l'énergie. Et là, le gars, Laurent Turcot, bonsoir. Ouais. Là, tu fais, ah oui, c'est cette énergie-là. C'est pas donc là, tu t'enlèves le 220. C'est sûr. Puis tu viens au 2 volts. C'est ce que j'ai fait à un moment donné. J'ai eu un grave accident de voiture, puis je me suis retrouvée avec un acouphène qui n'est plus là maintenant, qui a duré pendant à peu près 6 à 8 mois, je te dirais. Puis j'ai eu peur de rester avec ça, puis on me disait toujours, faut pas que tu entendes, faut pas que tu laisses ton cerveau entendre cet acouphène-là à temps plein. Donc j'avais toujours un bruit pour essayer de masquer ça. Ça valait ce que ça valait, mais en tout cas, c'était ma technique à moi. Et la nuit, je mettais toujours la radio de nuit, pas assez intéressant pour que ça me garde, mais juste assez pour que ça m'amène quand même l'esprit par là. Fait que là, il fallait que je trouve la juste mesure de l'émission, pas trop intéressant de me garder réveillée, mais juste assez pour que mon cerveau s'en aille par là. Il y avait comme, c'est ça. Je peux te donner tout un lexique pour gens qui essaient de se débattre avec des acouphènes. Ah ben donne-nous-là, on va le prendre. Nous autres, on est, tu sais, les silver bullets, comme on dit en anglais, là, on les veut. Avais-tu un mot, une espèce de mantra, quelque chose pour t'en débarrasser?
Non, en fait, j'ai eu la peur de ma vie de rester pris avec ça. Ceux qui vivent avec ça, je pense à tous les musiciens, entre autres, qui ont eu ça trop fort. Mais c'était vraiment d'avoir toujours un bruit en dedans. Toujours un bruit qui masquait pour pas que mon cerveau enregistre cette affaire-là permanent. Mais c'était jour et nuit. Mon chum tu le raconterait, il va te faire un number d'humour avec ça parce qu'il est obligé de dormir avec toutes sortes de radios, toutes sortes d'affaires. Les amateurs de sport, là, il les connaît par cœur. J'ai tourné avec Ron Fournier, d'ailleurs, pendant le jour de l'an. J'ai dit à Ron, puis à l'autre fille qui était là, Ménard aussi, avant, je leur ai dit, vous m'avez sauvé un acouphène. Je vous remercie de m'avoir sauvé l'acouphène. En fait, eux autres, ils étaient intéressants. Je les suivais, mais c'était ça. Ils m'ont sauvé l'acouphène. En fait, t'aurais dû dormir, puis désolé pour ton chum, avec Tom Cruise, parce que je sais pas si tu sais, mais il y a un ronflement tellement sonore qui s'est fait construire chez lui un espace insonorisé où il dort tout seul pour pas déranger les autres. Je sais pas à quoi ça peut ressembler, mais je paierais cher pour entendre Tom Cruise qui ronfle. Déjà, moi, je le trouve bizarre quand il court. Tu vois Tom Cruise quand il court? Oui, oui. Le visage qui bouge pas, mais imagine-le ronfler. Il vient de perdre 20 points de sexiness juste avec ça. Terminé! Parlant de chansons, écoute, je me suis amusé encore à faire une petite liste parce que, bon, on parlait de la Lune tantôt, puis je regardais à quel point la Lune a influencé la création, autant littéraire, musicale et autres. Tu penses à La Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart ou encore à la sonate Clair de Lune de Claude Debussy, encore Clair de Lune aussi de Beethoven, mais il y a quelques chansons qui ont marqué l'histoire de la chanson carrément avec la Lune, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Je vais t'en nommer 4. Tu me dis laquelle t'es la plus influencée ou pas pantoute. Il peut avoir une mauvaise réponse, puis c'est tout aussi bon. Donc, je te dis Bad Mood Rising de CCR, Blue Moon, la version d'Elvis ou celle de Billie Holiday, Fly Me to the Moon de Frank Sinatra ou encore Au clair de la lune. OK, je vais dire deux choses. Je t'aurais dit, j'ai demandé à la Lune. Ça aurait été celle-là. Il y avait celle-là, mais pour une autre raison qui était tu sais ça. Mais c'est autre chose. Mais là, je te dirais Blue Moon parce que pour vrai, quand Elvis, en fait, est décédé, j'ai 6 ans, ou en tout cas, je suis pas vieille, je me souviens que je rentre dans un magasin de bonbons à Seine. À ce moment-là, à Disraeli, je me souviens que je me prends des bonbons dans un petit sac. Je me souviens que c'est ça qui joue et qu'ils annoncent le décès de Elvis. Alors, cette chanson-là, pour moi, elle est associée au décès d'Elvis. Je suis petite. Chez nous, je me souviens que mes parents écoutent beaucoup ça. Puis je me souviens que je vois la réaction de la madame. Je vois tout ça. Puis je me souviens que dans mon sentiment, c'est très triste ce qui se passe là. Il se passe quelque chose de très triste. Puis je vais rentrer à la maison puis on va parler de ça sans trop savoir ce qui se passe. Je suis pas vieille, là. Wow. Mais tu vois, c'est mon souvenir de Blue Moon. Hey, c'est vraiment impressionnant. Je suis déçu parce que... je suis pas déçu. J'aurais aimé ça que tu me dises Au clair de la lune. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Ça aurait été quoi le complément d'information? Il y a plein de sous-entendus sexuels là-dedans. Ah, voyons donc, toi. Oui, je te jure. Lune. Mais ça a été conçu pour ça? Ben, c'est ce qu'on pense, on le sait pas en fait, 16e, 17e. Lubin, ça serait un moine dépravé. Battre le briquet, ça désignerait l'acte sexuel. Le dieu d'amour, ça c'est assez évident. Rallumer le feu, l'ardeur. Bref, t'aurais plein de références sexuelles dans Au clair de la lune. En même temps, tu sais, quand tu regardes les comptines, là, tu sais, quand on dit pour savoir qui serait mangé, tu sais... Ça va faire partie des prochaines chansons qui vont nous scraper, là, qu'on n'aura plus le droit de chanter. Ben, merci, France. Ça a été génial. Vraiment, là. Puis, encore une fois, ton T-shirt. Pas ton T-shirt, mais ton capuchon, là. Il est juste parfait. Louise! J'aurais dû mettre le mien. Je m'en veux. Bonne fin de soirée. Merci. Je t'embrasse. À bientôt. Salut, bye. Anthony Cavana, bienvenue à Fan de nuit. J'espère que ça va bien. J'espère que tu as bien dormi, surtout. Écoute, oui, cette nuit, j'ai bien dormi, Laurent. J'ai bien dormi. Effectivement, bonjour à toi. Ben bonjour oui, à toi. bonjour. Oui, j'ai bien dormi. Et c'est un peu le problème de ma vie, ça a été ça. Ça a été de ma vie d'adulte. Ça a été le sommeil. Des gros problèmes de sommeil. Ma vie aurait été tout autre si j'avais bien dormi. Je serais président des États-Unis aujourd'hui, monsieur. I'm the president.
Mais oui, j'ai vu que ça fait. Tu as été diagnostiqué il y a plus d'une dizaine d'années pour l'apnée Oui. du sommeil, puis tu es maintenant depuis porte-parole de l'Association pulmonaire du Québec, puis tu as demandé au gouvernement du Québec qu'on rembourse les frais de ces investissements parce que c'est quoi? C'était un Québécois sur 10? C'est 10% des Québécois. Ouais, c'est énorme quand même, hein, sur l'apnée du En fait, sommeil. c'est un demi-million a été diagnostiqué, puis il y a un demi-million qui n'est pas diagnostiqué et qui en souffre et qui ne le sait pas. Parce que Donc, c'est plus que 10%, en fait. C'est plus que 10%. j'ai lu beaucoup sur toi puis ton problème d'apnée du sommeil. J'ai pas de solution pour toi. Mais en revanche, tu racontais beaucoup que quand tu es allé voir ta médecin, elle dit, monsieur a dit, ça fait 20 ans que vous ne dormez pas. Puis tu disais Ouais. que tu crashais, tu arrivais quelque part, tu t'endormais, puis tu t'évanouissais. C'était hyper problématique pour toi. Comment tu Ben, faisais pour vivre? je m'évanouissais pas, mais je m'endormais partout. Je m'endormais au théâtre. Je m'endormais. Ma femme, c'est toujours la honte. Elle me donnait des coups de coude tout le temps au théâtre où j'allais voir des artistes amis. Je me souviendrai toujours, on est allé voir qui est l'idole de ma femme et qui était une de mes idoles de jeunesse aussi, de mon enfance, Pierre Richard. Son premier one-man show. On va le voir, je suis au 3e rang devant lui, plein milieu. Et puis, tout le long du show, je suis... avec la bave qui coule, ma femme qui me donnait qui me défonçait les côtes, j'ai 4 côtes cassées. Et lui qui disait Anthony a détesté mon spectacle, il dormait tout le long, et j'avais tellement honte, je disais non, c'est pas ça. Mais avant, justement, de faire cette entrevue avec toi, j'ai commencé à travailler beaucoup sur l'histoire du sommeil. Puis comment on dormait autrefois. Puis je me suis rendu compte que notre cycle de sommeil a changé dramatiquement au 19e siècle. Je t'explique un C'est peu, vrai. là. Au Moyen Âge, on va remonter assez loin, là, on dormait par intervalle. C'est-à-dire qu'on se couchait quand le soleil se couchait, on se réveillait presque systématiquement à minuit. On en profitait soit pour faire des enfants, soit pour manger un petit peu. On se recouchait ensuite vers 2-3 heures du matin pour faire une deuxième nuit. Fait qu'on dormait par intervalle. Puis le problème, ce qui est arrivé, c'est qu'au 19e siècle, avec les lampes, les gens ont commencé à se coucher beaucoup plus tard parce qu'ils se disent « Hey, on étend la période de travail jusqu'à 23-24 heures, jusqu'à minuit. » Donc, on travaille. Donc, on se couchait beaucoup plus tard. Fait que pour la première fois de l'histoire, on a commencé à faire une nuit complète sans intervalle. Et là, ça a été complètement dramatique parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas le sommeil nécessaire. Et pourtant, Ouais. l'insomnie, ça a toujours existé. Parce que bon, j'imagine que pendant tes longues périodes à toi où tu dormais pas, qu'est-ce que tu faisais? Les nuits. La télé, je regardais la télé, je lisais, j'écoutais la radio, j'écoutais de la musique. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire quand on est seul et que les autres personnes de la maison dorment. Voilà, tu vas pas appeler les gens, les réveiller. Salut, je dors pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Même Où je aujourd'hui, avec les sortais, réseaux sociaux, parce que j'ai vu qu'il y a des... où je sortais. Mais aujourd'hui, c'est moins grave qu'avant, puisque j'arrive. Tu sais, jusqu'à cette année, je n'arrivais pas à m'endormir avant 2 heures du matin. Eh là là. Jusqu'à cette année. Et grâce à... Je suis coach maintenant en PNL, en programmation neurolinguistique. Ouais. J'ai terminé ma formation cette année. J'en ai profité avec le confinement. Et ben, j'ai réussi à pouvoir m'endormir avant 2 heures du matin. Même, j'arrive à m'endormir avant minuit. Ça m'arrive. Pas chaque jour, mais 2 heures du matin, maintenant, j'arrive à le faire fréquemment. Donc, ça a changé ma vie. Quand même, pour le métier que tu fais, parce que bon, tu es humoriste, tu as fait énormément de spectacles au Québec, en France, extrêmement populaire. Puis on s'entend que quand tu finis un spectacle à 11h, minuit le soir, ben, même les gens qui souffrent pas d'apnée du sommeil, ils se couchent pas tout de suite. Là, Ça aussi, c'est un autre truc. Ben oui, ça, c'est ça, parce que là, on rajoute la Ah oui. fatigue, l'adrénaline. Toi, tu te couchais jamais. Tu pouvais faire... C'est quoi la plus longue période que tu as faite sans dormir? Parce que j'avais envie de te dire que c'est toi qui as inventé la nuit blanche avant qu'on l'invente, parce que tu ne dormais juste pas. J'ai peut-être déjà fait 3 jours sans dormir. 3 jours sans dormir. Parce que bon, on est dans le thème de la nuit, le thème de la nuit blanche. Toi, tu dors. Je suis un oiseau nocturne. Je suis un oiseau nocturne. J'aime la nuit. Oui, puis j'allais te J'aime la demander, nuit. mais les rêves, en fais-tu? Très bonne question. My God, que c'est une bonne question. Pendant des années, comme je descendais pas au cycle de sommeil où on rêvait,
Donc, je ne rêvais pas. En fait, je me souvenais, allez, des grosses années de 2 rêves par année. Eh là là, fait que toi, Ma femme, chaque matin, c'est ah, j'ai rêvé à ça, blablabla. Je regarde, j'ai rêvé à ça. Puis elle a dit 600 rêves à me raconter chaque matin. Et puis moi, je fais ah, d'accord, ok. t'es un complexé des rêves. Moi, c'est fou. Cette nuit, j'ai rêvé. Donc, à chaque fois que je me souvenais d'un rêve, je m'en souviens plus, mais ce matin, je m'en souvenais. Je suis heureux. Je suis comme, Mais waouh. tu pourrais l'écrire. J'ai rêvé. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens dans l'histoire, il y en a un au 18e siècle qui a tenu un journal de ses rêves. Puis il y a même une science qu'on appelait l'orinomancie, où est-ce que c'était la science de l'interprétation des rêves. Puis on n'a pas attendu Sigmund Freud là, au 20e siècle. Dès l'Antiquité, dès l'époque médiévale, tu avais des gens dont la fonction c'était d'interpréter les rêves et pour permettre aux souverains d'agir de telle ou telle autre manière. Mais dans ton cas, c'est plus difficile parce que si t'en as 2 par année, je te dis. J'en avais 2 par année. Maintenant, j'en ai. Non, maintenant j'en ai beaucoup plus là, dans l'année, mais quand même, je me souviens rarement de mes rêves, mais je me souviens de mes rêves maintenant. Ça m'arrive, je sais pas moi, peut-être 4-5 fois par mois. Ce qu'on m'avait dit, moi, pour se souvenir de ces rêves, je sais pas si c'est vrai, puis les gens qui nous écoutent vont sûrement nous corriger. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est quand tu te réveilles, il faut que tu restes immobile, sans bouger, sans rien faire, le moins de stimulus possible. Puis c'est là que tout d'un coup, ça te revient. Puis tu sais, il y a ça, puis moi, l'autre affaire qui m'a halluciné du sommeil, tu sais, je sais pas, bon, je te dis, t'es en train de dormir, je veux pas te shamer de quelconque manière, mais je suis en train de dormir, j'essaie d'écrire quelque chose, puis là, je me réveille dans la nuit, je fais « Hey, j'ai mon idée, t'es écœurante. » Puis tu laisses un papier à côté, tu notes. Le lendemain matin, tu regardes. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a rien, là! Il y a Mais pas qu'est-ce une que c'est idée! que cette merde? C'est ça! Acheter des œufs, ok? Acheter des œufs. Bon, c'est ça l'idée. Bravo. Et toi, justement, t'écrivais quand même beaucoup parce que, tu sais, écrire des gags, ça demande une vivacité d'esprit, ça demande une présence, ça demande une capacité d'intégrer, de faire des liens. Puis Dieu sait qu'il faut que le cerveau soit reposé pour ça. Comment tu faisais? Parce que j'ai regardé beaucoup de tes spectacles, là, puis T'as que des bonnes sait questions. que t'allais partout. J'ai 2 choses. L'improvisation, quand j'arrivais sur scène, avec la magie du moment, de l'adrénaline, tout ça, j'arrivais à improviser. Et 2, tu commences, ce qui a été aussi difficile pour moi dans la trentaine, c'est que tu commences à douter de tes capacités. Et puis, tu deviens dépendant et tu dois engager des gens pour écrire avec toi. Tu te fais plus confiance. Tu te fais moins confiance. T'as le syndrome de la page blanche parce qu'il n'y a rien qui sort, parce que tu es fatigué, puis tu doutes. Puis il y a le hamster qui tourne dans ta tête. Et donc, tu fais appel. Tu n'as pas le choix. Hein? Tu trouves d'autres stratégies pour avancer. Donc, tu fais appel à des gens pour t'aider. Et puis, je me souviens de quand c'est arrivé, début trentaine, j'étais en Europe. Puis, bon, j'écrivais déjà avec des gens au Québec, mais j'avais besoin de moins d'aide que quand je suis arrivé en Europe. Là, j'avais besoin. Quand je quitte le Québec, j'arrive en Europe, là, donc ouais, 29, entre 29 et 33 ans, grosse réalisation que, OK, il me faut de l'aide régulièrement pour écrire. C'est drôle parce que ça me fait penser. Et plus ça avançait, plus j'avais besoin d'aide. Il y a un film qui a été fait il n'y a pas longtemps avec Fabrice Lucchini, qui est un maire de province, puis Oui. il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus rien qui lui veut. Il dit avant, j'avais 25 idées par jour, puis il dit, j'arrive pas à penser. Puis il engage une jeune philosophe qui sort des écoles, pas pour lui donner des idées, pour lui permettre de remettre la machine. C'est qui se lance. C'est comme un 18 roues. Tu sais, on dit souvent, un 18 roues, là, s'il freine, prends ton temps, parce qu'il ne va pas freiner sur 2 mètres. Il va freiner sur une longue période. Tu sais, comme quand on s'arrête, mais c'est la même chose pour repartir. Le 18 roues, là, pour atteindre ton 100 km/h ou même ton 90, il ne va pas te le faire sur 10 secondes. Ça prend du temps à revenir. Puis c'est ça la difficulté dans le métier de création qui est le tien, beaucoup. Puis ça te demande énormément. Mais malgré tout, tu sais, tu n'aurais pas fait de coming out sur tes problèmes de sommeil. Penses-tu vraiment que les gens auraient pu le savoir? Mais mon travail, c'est que les gens ne voient rien. Je ne montrais rien à qui que ce soit, à personne. Même mes amis très proches, la majorité ne savaient pas. Puis
ce que ça m'a aidé à faire, en tout cas, ça m'a aidé à sauver des amis, dont un à qui le médecin lui a dit « Votre ami vient de vous sauver la vie. » Deux, pardon. « Votre ami vous a sauvé la vie. » Vous étiez pas loin de la fin. Puis ces deux-là, plus deux autres amis dont 4 amis qui sont allés voir un pneumologue, qui ont découvert qu'ils souffraient d'apnée du sommeil, mais 2 où ils étaient dans un état grave, où leur vie était en danger. Au moins, ça a aidé à faire ça. Je me dis, ça a aidé à faire ça. Puis aujourd'hui, ça m'aide à aider les autres qui souffrent de ce problème-là, parce que je sais ce que c'est. On parlait de gens qui ne prennent pas au sérieux. Ma femme a commencé à comprendre mon problème quand on a eu les enfants, puis elle ne dormait plus la nuit. C'est ça. T'imagines, au début, au début, je dis là, tu vois, ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu as un problème de sommeil. Je dis, moi, ça fait 20 ans. Mais c'est pour ça, quand je te parlais, parce que quand je lisais ton dossier, puis je regardais, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, pas dormir pendant 20 ans. Puis un des moyens dans la vie en général, c'est d'essayer de se mettre à la place des autres, ce qu'on appelle l'empathie. C'est pas tout le monde qui en est doté, malheureusement. Puis pour essayer de me rapprocher de ton expérience, je me suis rappelé justement mes 2 années à pas dormir. Puis quand je lisais 20 ans, je me dis, mais Pinel t'attendait, ça n'avait pas de bon sens, là. Il y avait ton nom. Heureusement que j'étais équilibré, mais je veux dire, équilibré. Oui, j'étais équilibré, mais déséquilibré en même temps. J'étais déséquilibré. Je cherchais, c'était ma quête, c'est encore ma quête aujourd'hui. Peut-être d'où vient cette obsession de quête d'équilibre et d'essayer de comprendre le cerveau humain, de comprendre, d'essayer de m'aider pour pouvoir aider les autres aussi. C'est peut-être pour ça, parce que il y avait toujours quelque chose qui allait pas, parce que la nuit, qu'est-ce qui se passe? La nuit, notre cerveau fait du ménage. Oui. Et puis il classe tous les événements de la journée, les émotions, les trucs. Donc moi, il classait rien. Donc tout était en bordel dans ma tête. Puis c'était moi qui, le jour, essayais de classer tout ça, puis puis à un moment donné, tu vas voir un psy, puis tu essaies de t'aider à classer, OK, il t'aide à classer certains trucs. Mais le sommeil, voilà, le sommeil, il est là pour ça. Si tu regardes des livres de médecine du 16e au 19e siècle, les médecins vont dire, pour que le corps soit en santé, il faut que tu te réveilles avec le soleil et que tu te couches avec le soleil. Et il y a même des médecins qui vont dire, il ne faut pas donner de médicaments parce que faut contrôler les effets iatrogènes, ça veut dire les effets secondaires. Tu me donneras le numéro de cette fille-là, Soleil. J'aimerais bien la rencontrer. Elle s'appelle Carte, comme la carte soleil. Mais tu sais, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est faut prescrire une dose de nature. Donc, ils disaient au monde, sortez, bougez. Puis écoute, aujourd'hui, là, moi, j'ai presque envie de prendre un traité de médecine du 17e siècle, changer le nom, mettre un nom quelconque, genre Pierre Dubois, quel qu'il soit, tu le publies, puis tu fais semblant que ça a été publié aujourd'hui, puis je suis sûr que ça marcherait. Ça serait un beau... Écoute, je te le dis, là, puis je m'en veux de te l'avoir dit, parce que... mais c'est vrai que de se rapprocher de la nature, ça aide. On voit aussi qu'on est déconnecté de la nature. Puis quand on reste entouré de béton, de bitume, d'asphalte, de tout ça, de briques, puis même nos pieds qui sont toujours dans des chaussures, on n'est plus dans la terre, on marche plus dehors. Puis notre corps aussi, on emmagasine beaucoup d'ondes d'ions. Il y a des ions positifs, ions négatifs. J'oublie lesquels. Je savais tout ça par cœur. Vous voyez, ça, c'est encore le cerveau qui me joue des tours. non. Ça, c'est la viosité. Et quand la viosité... Les 75 ans, jeunes! Quand tu marches sur la pelouse, sur la terre, sur le sable, tu sais pas, la terre absorbe tous ces ions positifs ou négatifs, j'ai oublié lesquels. Oui, puis il y avait toute une tendance aussi de marcher en forêt qui voulait que, justement, il y avait une espèce d'adéquation qui se faisait entre toi et les arbres, puis un échange. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, ça te nettoie et tu te sens mieux. Je le fais, moi, je vais marcher sur le Mont-Royal. Oui, ben c'est notre montagne. On a l'impression d'être en forêt, et puis ça me nettoie et je me sens mieux. Ben, moi, pendant la pandémie, sans blague, là, je me suis amusé à arpenter tous les parcs de Montréal, à gauche et à droite, pour voir. Puis j'ai découvert des endroits hallucinants. Et je suis allé au parc en Grignon. Oui, super beau.
Oui. super beau. Mais moi, mon C'est favori, c'est le le parc de parc l'île que de je la connais pas. Visitation. Avec C'est le barrage, qui est au nord à Huntsic, Ah, c'est antique. qui Ok. est vraiment... Tu es allé au centre de la nature de Laval? Il y Non, en a je un à suis Laval jamais allé. aussi qui est censé être très beau. Le C'est parc de la visitation. montréalocentriste, hein. Je vais me le faire, ouais. Mon Dieu, dans le 4-0, 4-5-0. Jamais, chérie. Au secours. Anthony, en terminant, Mais- tu sais, pour la nuit blanche, je me suis Quand amusé je vais à Laval, tu sais où je me tiens quand je vais à Laval? Sur la voie de gauche. Sur la voie de gauche, chérie. Je m'en vais à Saint-Sauveur. C'est ça, c'est une étape. Je salue par Laval au passage. Et je leur donne... Fermez je leur les dis bonne yeux, les chance. enfants, fermez les yeux. Fermez les yeux, c'est presque fini, on traverse cette île. Bien sûr, on adore Laval, on adore le Oui, quartier on adore Laval, Laval, et on Lumi. adore. Bravo. C'est une blague, c'est une blague. Ouais, faut toujours cadrer. On met des notes de Oui, bas de c'est une page en blague. ce C'est vrai moment. qu'on n'a plus le droit parce que, oui, c'est vrai, parce qu'après, je vais être brûlé sur la place publique. Hey, il aime pas non, Laval. Un Sur gars de la place Laval, sur la Rive-Sud. place Laval. La seulement. place Laval. Ben oui, je vais à Laval aussi, c'est une blague. En On va terminant, trouver une Denis- blague sur Brossard bientôt. Tiens, on va trouver une Ah blague ben sur écoute, je Brossard. pense que RBO l'avait trouvé bien avant Oui, nous. bien avant nous, c'est ça. Il faut équilibrer un peu les choses. Je me suis amusé à regarder tout ce qui s'est fait un peu autour de la nuit. Puis Uh-huh. avant qu'on entre en onde, on regardait avec l'équipe les différentes Uh-huh. chansons avec le mot night dedans ou nuit. Oui. Puis Oui. si tu avais une toune de nuit, ça serait laquelle? Là, je te dis. Avec le mot night dedans, la première qui m'est venue en tête. Night, baby, night. Ben oui. I wanna Les Bee Gees. Ouais. Baby, night fever, night fever. You know, you know the night time is the right time to be with the one you love. Ray Notre Charles. ami, Ray Charles. Because the night is meant for lovers. Because the night is meant for us. On a Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances? Oui. Après, en français, qu'est-ce qu'on aurait? Moi, j'ai La nuit, je mens de Alain Bachung que j'aime beaucoup. Je peux pas te la chanter. Ah ben moi non plus. moi, je peux, mais j'ai pas envie. Il y avait pas. Oui, dans la nuit. Ouais, oui. Une chance. C'est clair. Mais c'était très Nazia. Vive dans la nuit. Oui, dans la nuit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en nuit? En nuit. De la nuit à l'ennui, il n'y a qu'un mot. Hey, écoute, Anthony, c'était parfait. Vraiment, là. Merci. On Merci. espère C'est que- court, efficace. On a dépassé les 30 minutes ou c'est Tant moi? mieux, tant mieux. On a dépassé les 30 minutes. Anthony, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne Merci fin de à toi journée. pour l'invitation. Et puis vive la nuit.